Que n'a-t-on pas entendu 10 ans durant pour justifier l'abandon du peuple syrien à son sort, dans l'indifférence de l'opinion publique à l'égard de tout ce qui se passe loin de l'Hexagone? Des ténors politiques de tous bords se sont ingéniés à lui fournir des arguments susceptibles de satisfaire son incuriosité. Alors qu'aucun conflit dans le monde n'a été depuis des décennies autant documenté, alors que des témoignages irréfutables s'accumulaient sur les bombardements des populations civiles avec leurs dizaines de milliers de victimes, ou sur les prisons abattoirs dans lesquelles d'autres milliers d'hommes, des femmes et d'enfants étaient torturés, violés, charcutés avant d'être enterrés dans des fosses communes, alors que les réfugiés se comptaient par millions, que leurs biens étaient confisqués ou pillés. La tendance générale était à l'incrédulité, voire à la négation. Qui nous dit chanter en chœur nos vaillants anti-impérialistes, devenus de fervents adeptes de la théorie du complot, que ces images ne sont pas fabriquées par la CIA ou le Mossad? À droite, comme à l'extrême droite, les pro-impérialistes, eux, les rejetaient aussi, mais plutôt au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste ou contre l'islamisme politique ou contre l'islam tout court, et pour la défense des minorités ethniques et confessionnelles, ficelle usée d'avoir tant servi depuis la lancinante question d'Orient. Que peut-on, disait-il, reprocher à Bachar al-Assad? D'être un dictateur? Mais qu'importe, c'est un dictateur qui nous ressemble, moderne, laïque, propre sur lui. Il a d'ailleurs raison de penser que les Arabes ne sont pas comme nous et qu'ils sont, par essence, incompatibles avec la démocratie. La littérature syrienne, notamment, a joué un rôle décisif à cet égard. Poètes, romanciers et dramaturges, ayant récupéré la parole confisquée par le régime en place et l'ayant investie dans des formes esthétiques modernes. Leur production, ainsi que celle des artistes, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, incarne une résistance tenace contre le système despotique du clan Assad, ennemi juré de son peuple. Ces poèmes, romans, chansons, films, œuvres plastiques et graphiques nous interpellent non seulement parce qu'ils décrivent les ravages de la tyrannie en Syrie, mais aussi parce qu'ils nous mettent en garde contre sa propagation à l'échelle du monde. Car la tragédie syrienne transgresse les frontières du pays pour révéler le mensonge d'une mondialisation économique imposée par les grandes puissances occidentales et censée, selon ses promoteurs, diffuser les valeurs universelles de liberté et de solidarité entre les peuples. Or, on voit, au contraire, les maîtres du monde mondialisé assister en spectateurs depuis 10 ans à ce qui se passe en Syrie sans jamais prendre les mesures adéquates pour arrêter le massacre et punir le bourreau.
un texte de Mohamed Berada. Cette longue impunité dépasse par ses effets dévastateurs les frontières de la Syrie, devenue pour son malheur une nouvelle métaphore universelle de l'injustice. C'est en quelque sorte un message adressé à la fois aux bourreaux et à leurs victimes, où qu'ils se trouvent dans le monde, signifiant aux uns qu'ils ont raison de tuer, persécuter, humilier, et aux autres qu'ils ont tort de vouloir être des citoyens libres et égaux. Les ennemis de leur peuple sont plus que jamais des ennemis de l'humanité tout entière. Le printemps arabe, selon une expression très peu rigoureuse, ce mouvement n'étant pas uniquement arabe, ayant duré de nombreuses saisons, le printemps arabe a relancé la révolution démocratique mondiale, dont l'un des foyers était d'ailleurs le mouvement des indignés en Espagne. Et cette révolution, comme une torche olympique chargée d'espoir, a traversé l'Europe du Sud, la Turquie et les États-Unis. 9 ans plus tard, il est évident que cet élan s'est transformé en son contraire. Et dans ce tournant tragique, la Syrie est devenue le tombeau des révolutions arabes en raison de la guerre internationale menée par le régime de Bachar el-Assad contre son peuple. Guerre décisive pour au moins 3 raisons. D'abord parce qu'elle a permis à la Russie de Poutine de revenir sur le devant de la scène internationale. Ensuite parce qu'elle a, comme du temps de la Première Guerre mondiale, opposé entre elles des puissances qui s'émancipaient de la tutelle de Washington. Et enfin parce que la survie de la dictature d'Assad a revigoré les autocraties régionales et à la fois par la recrudescence du djihadisme et par le déplacement massif des populations qu'elle a provoqué, conduit à une crispation européenne et mondiale au nom de la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité des individus. Bref, 9 ans après ce choc plein de promesses, l'illusion d'une démocratisation générale en marge des idéologies s'est inversée en une guerre inter-impérialiste accompagnée d'une dédémocratisation planétaire. Un texte de Santiago Albarico. Couché sur le papier l'innommable, Jérôme Godot. Couché sur le papier l'innommable, donner corps à l'insoutenable. L'art de Naja Al-Boukaï fait front, et la confrontation laisse sans voix. La moindre parole, le plus bref commentaire reste en travers de la gorge. Que dire sans impudeur? Quelle réplique adresser à un homme qui a vécu dans l'intimité des cadavres? Donner à voir, à n'en pas croire ses yeux. D'un trait incisif, le scalpel du dessin vous tranche les paupières. Impossible de se détourner de cela, de l'offrande de ces feuilles que l'on contemple, une à une, avec une attention sidérée. De cette contemplation, comment sortir indemne? On reste sonné, médusé, on voudrait comprendre. Il y a une nuit irrésistible au fond de l'homme. Elle déborde le temps.
nuit ténébreuse et sans âge de la haine, grosse des charniers de l'histoire, de tous les camps d'extermination. À leurs risques et périls, quelques rares artistes, les plus grands souvent, se sont abîmés dans la vision de cette matière noire que Najah Al-Boukaï n'en finit pas de réfléchir. Elle coule dans le sang d'encre de ses dessins, imprimés au plus vif de la chair bleuie, de l'âme meurtrie. Elle trouve une exacte et stricte corrélation dans l'œuvre au noir de la gravure, dans l'art de celui qui entame, incise, creuse la plaque de cuivre pour faire apparaître l'empreinte de la mort au travail. Meute obscène de bourreaux qui bastonnent, tabassent, tapent dans le tas, dénudés, avilir, martyrisés, morceaux et monceaux marqués au feutre après l'abattage. Où sommes-nous? Dans les geôles de Damas en 2014, au centre 227. Dans les sous-sols de la maison des morts, hantés d'ombres décharnées, de spectres, brinque-ballant sur des couvertures raidies de sani, les cadavres de co-détenus, ceux qui n'ont pas résisté à l'interrogatoire. Mais la feuille de papier ouvre un espace autre. Trait pour trait, Najah Al-Boukaï s'efforce de restituer ce que les sbires et les milices à la solde de Bachar al-Assad s'emploient à toute force à défigurer. Ce dessin prompt à s'effacer, cette gravure, si facile à déchirer, voilà pourtant qu'il s'impose avec la netteté d'une vision d'apocalypse. Car l'artiste est bien celui qui lève le voile, qui découvre, au sens propre du mot grec apocalyptoin, le sens tragique de l'humain. À la bestialité de l'informe et du chaos, il oppose l'humble puissance de la plume, du crayon qui témoigne. La douleur infligée des tortionnaires, rien ne peut faire qu'elle n'ait été sous l'ascension absolue de son regard. En l'homme pourchassé, emprisonné et bientôt exterminé par son semblable, l'artiste syrien trouve l'expression même de son art et retrouve le visage de notre humanité bafouée, de la misère humaine, portée à la hauteur d'une révélation terrible. À nous d'en être dignes. Malgré Philippe Claudel. Je prendrai un crayon et du papier. Je tracerai des courbes, des corps, des cris. Je creuserai ma mémoire avec un couteau comme on évide la coque d'une noix. Je ne laisserai rien de sa chair meurtrie. Je dessinerai les yeux fermés. Mon crayon sera ma lame. Il ouvrira mon cerveau, il exhumera les douleurs, il fouillera ma nuit envers du monde, ma nuit encre, ma nuit feu et poids, ma nuit lave. Je dors et vis désormais dans un gouffre, au milieu d'amis morts qui rampent vers moi avec leurs membres brisés et me supplient. Je dessinerai leur souffle, leurs pupilles écarquillées, leurs lèvres bleues, je dessinerai leurs muscles déchirés, leur peau à vif, je dessinerai leurs larmes, je dessinerai comme un enfant. Pour eux, je redeviendrai l'enfant. Dessiner me ramènera à l'enfance et vous regarderez mes dessins avec vos yeux d'enfant. Cela est le miracle du dessin, davantage que la peinture, que les mots, que la photographie. Le dessin réveille l'enfant plongé dans sa longue sieste, en chacun de nos corps de vieux adultes. Le dessin ébroue la braise naïve de l'enfance. Sous la cendre de nos jours, il soufflera la révolte dans l'épiphanie du scandale. Il placera le crime au cœur d'une évidence. Le dessin mieux que toute autre tentative. Car je me souviens des dessins de Zoran Muzic, Léo Haas, Walter Spitzer, Léon Delarbre, David Holler. Ils sont en moi à jamais. Ils sont dans mon âme d'enfant à jamais. Je veux dessiner sur leurs pas, je veux que mes dessins suivent leurs traits et vous parviennent dans une apocalypse d'enfance, un avènement de scandale. Voilà pourquoi je dessine.
Voilà pourquoi vous regarderez ce que je dessinerai. Voilà pourquoi ainsi nous resterons des hommes, malgré la nuit, malgré la mort, malgré le mal à l'œuvre, malgré. Rondo en do majeur de Beethoven, interprété par Nancy Houston.
Femme, encore un effort, de Nancy Houston. En fait, ô mes sœurs, la solution est simple. Bon, ça risque de prendre quelques centaines de milliers d'années, mais les résultats seront probants, je vous le promets. Il nous faut apprendre à aimer les doux. À force d'admirer, de se pâmer devant, de voter pour, de soupirer après, de copuler et nous reproduire avec les gagnants, les mecs-mecs, les battants, les musclés, les testostéronés, les alphas, les riches, les Trump, les Alexandre le Grand, les DSK, les Amin Dada, les Genghis Khan, les Ivan le Terrible, les Jeff Bezos, les Jules César, les Attila le 1. Nous avons sélectionné pour les mâles de notre espèce des gènes, certes utiles dans le passé, mais parfaitement catastrophiques dans le présent. Nous devons de toute urgence arrêter. Ce ne sont ni les êtres humains ni les hommes en général qui conduisent actuellement à leur perte des millions d'espèces terrestres dont la nôtre. Ce sont les hommes dominants. Prenez n'importe quel journal ou revue dans n'importe quel pays du monde. De quoi parle-t-il? Il parle de ce que font les hommes dominants qui, partout sur la planète, dirigent les pays, les armées, les églises, les multinationales, les villes, les régions, les supermarchés, les usines, les syndicats, les commissariats, les journaux, les bourses, les maisons d'édition, les chaînes de télévision, les entreprises, les universités, les instituts de recherche, les centrales nucléaires. Mes sœurs, il n'y a pas photo. Il faut aimer les non-violents, ne plus faire l'amour et des bébés qu'avec eux. Pendant les 99,99% de l'histoire humaine où nous étions chasseurs-cueilleurs, et où nous, autres femmes, sans méthode de contraception fiable, sans plan de carrière, sans crèche ni école, sans machine à laver, ni réfrigérateur, ni four micro-ondes. Pour rappel, le genre Homo existe depuis 2,8 millions d'années. Il y a environ 40 000 ans, Cro-Magnon a fabriqué les premières perles. Étions lestés par nos maternités pendant la majeure partie de notre vie, surtout quand clamsé à 30 ans, et n'avions une petite chance de transmettre nos gènes que si une personne non enceinte et non allaitante ramenait le gibier à la caverne et protégeait celle-ci contre les membres des tribus sauvages et autres animaux, c'était compréhensible que nous préférions les dominants. Mais bon, les copines, ça fait un moment que cette époque est révolue. Il s'en est coulé depuis sous les ponts de l'eau. En l'espace de quelques petits millénaires, je résume pour aller vite, révolution néolithique, agriculture, ville, écriture, esclavage, révolution politique, droits de l'homme, révolution industrielle, constitution, démocratie, droit de vote, lutte des femmes, contraception, MeToo, ouf! Là, en Occident du moins, ces 2 derniers siècles et surtout ces 5 dernières décennies, on peut dire que nous commençons enfin à avoir voix au chapitre. Mais si nous exigeons et obtenons lentement mais sûrement le droit au non-harcèlement, au non-viol, au non-tripotage, au non-agression sexuelle, au non-tabassage, au non-meurtre, au non-humiliation, pour les quelques petits millions de femmes privilégiées que nous sommes, qui exerçons des métiers intéressants dans les pays les plus riches de la planète, et laissons faire le reste, à savoir la guerre, la vente d'armes, la torture, la fabrication de bombes nucléaires, la passion absolue des garçons et des hommes dans le monde entier pour les jeux vidéo violents, les films de guerre et plus généralement les scénarios d'affrontement, et d'ailleurs pas seulement les scénarios, mais aussi les réalités d'affrontement, la réalité pérenne, omniprésente et envahissante de confrontations violentes entre 2 hommes ou 2 équipes de foot ou 2 compagnies ou 2 banques ou 2 armées ou 2 pays ou 2 planètes. Si nous continuons de faire l'amour et des bébés avec les hommes qui sortent victorieux de ces affrontements-là, si, en d'autres termes, nous continuons d'aimer les hommes alpha, les riches, ceux qui en jettent, ceux qui se la pètent, ceux qui roulent les mécaniques, les machos, les coqs, si, en un mot, nous continuons de récompenser les mégadosés de la testostérone, eh bien, notre sympathique petite révolution féministe ne servira pas à grand-chose. Elle nous permettra tout au plus à nous, les femmes privilégiées qui exerçons des métiers intéressants dans les pays riches, de passer entre les gouttes, de réaliser nos
notre plan de carrière, de tourner nos films, ou de diriger nos entreprises, ou publier nos livres, en préservant à peu près notre intégrité physique et morale. C'est là une très bonne chose, mais vu les dégâts provoqués chaque minute de chaque jour par la violence masculine, c'est à peu près comme poser un pansement sur l'apocalypse. Ce qu'il faudrait, c'est cesser radicalement de récompenser de nos charmes ceux qui l'emportent dans un affrontement, que celui-ci soit militaire, financier ou intellectuel. C'est apprendre à nous intéresser passionnément non plus aux grands mais aux petits, non plus aux plans aux as mais aux misérables, non plus aux arrogants mais aux incertains, non plus aux durs mais aux mous, aux timides, aux maladroits, non plus à ceux qui pérorent mais à ceux qui écoutent, parlent peu ou bas, puisqu'aussi bien c'est là dorénavant notre seul espoir de survie. Caressons les hommes subtils. Sourions-leur, aimons-les de toutes nos forces, faisons des enfants avec eux et enseignons à ces enfants, garçons et filles, le respect de l'autre, le calme, le doute, la curiosité, la patience, l'incertitude. Mettons fin à leur fascination pour l'affrontement violent, fascination qui de nos jours commence tôt. Dès que pour occuper notre bébé nous glissons un iPad dans son landau, s'enclenche l'hypnose des bagarres. Oh mes sœurs, je vous le jure, c'est la seule solution. D'ores et déjà, il nous faut s'abstenir de récompenser l'agressivité, de donner des épreuves aux hommes et d'épouser ceux qui les réussissent. Il nous faut aimer et épouser ceux qui respectent leur corps et le nôtre, leur parole et la nôtre, qui valorisent la vie quotidienne au lieu des hauts faits militaires et qui, lorsqu'ils s'occupent des enfants ou des tâches ménagères, ne considèrent pas qu'ils nous aident. L'avenir est entre nos mains. Noël, lu par Jean-Marie Théodat. J'essaye de respirer par les poumons depuis quelques jours. Voir comment assumer le petit rôle de commentateur impuissant des réseaux sociaux, de la déraison raciale. Prendre en main, sans me pendre, le petit rôle de témoin clé des portes fermées. J'observe, la bouche ouverte, en poisson d'aquarium, la trouble réalité du monde. George Floyd. J'essaye de respirer avec ton nom en tête. J'essaie de respirer par les poumons pour te prolonger, te continuer. Seigneur, pardonne-moi, je suis presque athée. J'adresse ma prière noire à tous ceux qui prient dans les mosquées, dans les églises, les monastères, les temples vaudous. J'adresse ma prière noire à toutes celles qui prient et qui pleurent des larmes noires à force de prier au petit jour. Une prière debout qui ne se plie pas aux règles du jeu, qui ne se soumet pas au catéchisme de l'horloge. Une prière qui cible les genoux du policier, celui qui a pris le coup de Floyd comme point d'appui. Une prière debout, un chant gospel qui vise les genoux, les froids genoux du policier, celui qui a pris le coup de Floyd comme point d'appui. Dépêche-toi, Seigneur, je suis presque athée. Faites que ce dernier ne pourra plus marcher.
Godet. Chaque génération a ses angles morts, ses cicatrices et ses rendez-vous manqués avec l'humanisme. Le passé a les siens, nous avons les nôtres. La différence réside peut-être dans le fait qu'aujourd'hui, la capacité d'information s'est décuplée. Nous entendons quotidiennement parler d'endroits où nous n'avons jamais mis les pieds. Nous lisons quasiment en temps réel des témoignages d'hommes et de femmes que nous ne croiserons jamais. Nous avons chaque jour la preuve que nous vivons dans un monde global, mais qui peut dire que ce savoir fait de nous des hommes plus apaisés ? Si l'information ne débouche sur aucun changement, si elle n'améliore pas le sort de ceux dont elle relate les souffrances, alors à quoi sert-elle ? Cette connaissance de tout, à tout moment, n'est-elle pas une trop-connaissance ? Qui ne fait qu'agrandir inutilement notre sentiment de culpabilité ou d'inutilité? Dès lors, est-elle le signe d'un progrès ou d'une folie? Hegel parlait de la lecture des journaux du matin comme de la prière de l'homme moderne. Aujourd'hui, cette prière, en se multipliant de façon exponentielle, est devenue une sorte de tic nerveux. Que faire de tant d'informations? Que faire si nos prières ne se transforment pas en action? La guerre en Syrie nous rappelle sans cesse cet insupportable paradoxe. Nous savons ce qui se passe là-bas. Nous le suivons au fil des mois et des années. Les journalistes nous en parlent. Des victimes témoignent et pourtant, malgré tout cela, la guerre continue. Les tyrans sont toujours au pouvoir. 10 ans de sang et de souffrance. 10 ans de saignée sauvage pour une population qui a été massacrée, torturée, qui a fui, vécu l'enfer des camps de réfugiés. Le temps joue contre la colère citoyenne. Si le sort des populations syriennes nous montre qu'il est malheureusement tout à fait possible de saigner et de pleurer pendant 10 ans, il est en revanche difficile d'être mobilisé avec la même intensité de colère pendant cette même période. Nous éprouvons avec frustration et tristesse que le rythme de l'histoire n'est pas celui des hommes, qu'il est parfois des guerres qui durent, décident de s'installer dans une décennie, voire d'enjamber une génération, de traverser un siècle entier. Beyrouth a connu cette malédiction, l'Afghanistan aussi. Dans tous ces cas, comme dans celui de la Syrie d'aujourd'hui, un deuxième poison vient s'ajouter à celui de la guerre, c'est celui de sa normalisation. La durée du conflit impose l'idée que si l'on se tue depuis si longtemps sur ces terres, c'est qu'il ne peut en être autrement, comme une sorte de destin de mort qu'il serait vain de pouvoir rectifier. Alors, faut-il refermer les journaux? Constater simplement qu'aucune divinité ne veut de nos prières d'hommes modernes et qu'elles ne servent de fait qu'à désespérer nos propres cœurs? Faut-il se fermer au monde et se convertir à l'idée qu'il est au fond préférable d'adopter un circuit court de l'information? Est-ce que l'universalisme est définitivement mort face à la réalité brute de tous ces pays en lambeaux dont nous suivons le destin sans parvenir à l'améliorer? Je serais peut-être enclin à le dire si je ne me souvenais pas de tous ces moments, au Kurdistan irakien ou dans la jungle de Grande Sainte, où je me suis trouvé face à des hommes et à des femmes qui voulaient raconter leur histoire. Ils ne me demandaient pas ce que j'en ferais. Ils n'exigeaient pas que je leur montre une carte de presse que je n'avais pas. Ils racontaient, sans contrepartie, pour que leur vie soit dite et que le monde ne les oublie pas. Je me souviens de cela avec intensité. Et lorsque je doute parfois de la puissance des mots, lorsque je m'interroge sur ce que nous, écrivains, avons à offrir en allant dans les coins du monde où règnent la brutalité et le malheur, je repense à l'insulte du silence.
ne rien dire, ne rien raconter, ne même pas savoir et laisser mourir ces vies loin de nous, les laisser mourir au récit serait pire. Alors oui, le monde a besoin des écrivains, non pas parce que leurs mots ont la force de changer le monde, mais parce que leur écoute soulage les bouches qui se confient, parce qu'il en va de la dignité humaine de laisser celui qui a été balayé par le malheur raconter ce qu'il fut. C'est pour cela que j'écris, pour plonger mes mains dans le silence et en extraire des vies qui allaient y être avalées, puis les habiller de mots avec force et colère. Wajdi Mouawad. Des 11 rescapés cambodgiens de la prison S21, où furent torturés et mis à mort des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants, Bu Meng et Van Nhat étaient peintres. Si aujourd'hui, dans cette prison devenue musée, il est possible de voir les portraits photographiques de chaque victime que les bourreaux, dans leur folie bureaucratique, ne manquaient pas de prendre pour leurs archives, si la vue de ces visages exposés donne la mesure de la bestialité qui y a sévi, la douzaine de toiles que Van Nhat réalisa après sa libération est, par sa qualité artistique, davantage qu'un témoignage, l'impitoyable hameçon lancé à notre âme pour nous prendre et nous forcer à pénétrer dans l'antichambre des douleurs. Van Nhat rend visible l'indicible. Comme aujourd'hui, à 50 années de distance, Najah al-Bukai le fait dans les prisons syriennes. Leurs œuvres nous font entendre les cris des torturés, nous font percevoir le désespoir, nous rapprochent de l'inimaginable douleur, ouvrant notre empathie malgré nous et par là rendant concrète cette question sans réponse, hier comme maintenant. Mais pourquoi ? Et si rien ne remplace le témoignage des survivants, l'art, par sa capacité à passer à travers les paroles du réel, à trouver les raccourcis dont il a les secrets, reliant viscéralement la conscience avec le tremblement de l'émotion, l'art nous jette au cœur des ténèbres. En cela, si l'erreur des Khmers rouges fut d'avoir laissé les archives de S21 intactes, donnant à la société les preuves nécessaires pour poursuivre et condamner les coupables, une erreur plus grande aura été d'avoir laissé vivants Bu Meng et Van Nhat. Ce qui est désespérant lorsque l'on juxtapose les œuvres de Van Nhat avec celles de Najah al-Bukai, c'est de constater combien les bourreaux manquent d'imagination. Comme si toujours la même horreur suffisait à leur immense bêtise, leur intolérable stupidité. À Phnom Penh, ils ont tous dit « Nous avons obéi aux ordres ». Et plus tard, dans quelques années, ceux qui sévissent en Syrie diront la même chose.
car c'est toujours la même chose lorsqu'un homme se penche sur un autre homme dans le but de le torturer dans sa langue maternelle. Je parle ta langue et je t'explique que je vais te tuer après t'avoir fait ressentir le plus lentement possible le passage hideux de la vie à la mort dans le regret le plus intense. Te tuer serait un échec, mais je veux ta mort. C'est toujours la même chose. On peut dire ce que l'on veut. L'horreur se circonscrit à l'intérieur du toujours et même petit cercle. Là et là, ce sont les mêmes corps détruits, les mêmes visages labourés, l'électricité, les sacs, les pendaisons, les viols, les bébés lancés contre le mur. C'est toujours l'impossible inimaginable. Et la même cohorte de gardiens qui, s'habituant à tout cela, s'énervent à force de s'ennuyer. De Phnom Penh à Damas, les ouvriers du malheur s'habituent à tout. Voilà pourquoi ai-je la puissante impression que les œuvres exposées ici semblent être dessinées sous la décharge électrique des tortures, comme si celui qui gravait à coups de crayon sur la surface du papier voulait casser l'habitude, écraser le banal et réveiller le bourreau pour qu'il se dise « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» L'artiste semble vouloir inverser les stries des lames sur la chair des hommes. La toile, le papier devenant témoin de la peau, d'épiderme à épiderme, l'artiste transmue à la surface du papier ce que le condamné voit se graver à la surface de sa peau, l'humiliation, la honte, la peur. Beaucoup d'entre eux défèquent sous la frayeur, et c'est un rajout à l'humiliation. Les dessins ici semblent faits à partir de cette défécation pour redonner même une humanité, une dignité à cette honte. L'horreur transmuée en quelque chose de plus puissant encore que l'horreur. La crevasse béante de la conscience qui dit et rappelle « Cela se passait. Cela se passait pendant que le monde allait. Cela avait lieu pendant que les métros roulaient. Cela se déroulait. Cela avait lieu sur la peau des humains pendant que à l'école, on enseignait l'histoire. » Une seule œuvre de Najah al-Bukai suffirait à ouvrir un procès pour condamner les criminels. Il faudrait en ce sens donner des cours aux tyrans. Première leçon, ne laissez jamais sortir de vos prisons les peintres vivants. Écrasez-les sans attendre. Regardez celui-ci, Najah al-Bukai, un seul de ses dessins résume tout le reste et laisse deviner ce qu'il n'a plus besoin de dessiner. Mais il doit dessiner encore, et toujours, car ce n'est pas seulement ce qui est dessiné qui bouleverse ici. C'est sentir combien il n'est toujours pas sorti de la prison et qu'il n'en sortira probablement jamais, sans autre choix que de prolonger jusqu'à l'évasion sa douleur à travers son œuvre, comme si, au bout de la douleur, il y avait une acmé qui, chez certains individus, se transformait en expression. En cela, le talent décuplé de cet artiste hors pair renverse l'horreur. Et s'il ne console en rien de la moindre vie injustement ôtée, s'il ne console pas ceux et celles qui sont morts avec au fond d'eux le sentiment du désespoir le plus noir, ces dessins s'avancent vers moi comme une prière pleine d'ironie, mais ardente dans son désir de justice. On peut prier avec n'importe quoi. Il suffit de tourner son cœur vers l'inconsolé. Il suffit de croire qu'il existe en chacun de nous quelque chose d'absolument indestructible. Il suffit de vouloir être à la fois la mèche, l'allumette, la dynamite pour rappeler l'importance de la justice qu'il faut sans cesse accorder aux morts. Ici, ces dessins semblent avoir été faits avec la cendre des corps brûlés, la cendre de ceux et celles que l'on a effacés par milliers dans l'enfer des geôles syriennes. Des prières macabres dont une partie sonne comme une injonction. Rappelons-le, le tyran est encore là. Ses bourreaux torturent encore, tous les jours. Leur signature est souvent faite de l'énucléation, comme si, mourant, la victime ne devait plus voir. Mais les dessins ici redonnent la vue aux aveugles. Le tyran est toujours au pouvoir et nos gouvernements ne font rien pour le défaire. Au-delà de l'immense malheur du peuple syrien, une seule œuvre de Najah al-Bukai nous rappelle combien,
nous sommes responsables. De Phnom Penh à Damas, cicatrices, les œuvres des peintres survivants ont la puissance des révélations. Désormais, on voit. On ne peut pas dire que personne ne nous a pas prévenus. Le corps syrien, nourriture du néant, texte de Samar Yazbek, lu par Nancy Houston. Je connais le corps syrien. Je l'ai suivi à la trace, jusqu'au bout de son malheur, si bien que mes entrailles sont devenues une tombe où je cherche ce qui reste de nos restes, que nous soyons morts ou vivants. J'ai connu le corps syrien noble et fier, et je connais le corps syrien humilié et offensé. En un instant où toute notre histoire s'est concentrée, les traits de la dignité humaine sont apparus sous le ciel syrien, marquant les corps, enflant les veines d'un sang nouveau. Je garde jusqu'à présent, je garderai toujours l'image de leurs poings levés, de leur poitrine gonflée quand ils criaient pour la première fois depuis qu'ils ont eu le malheur de vivre sous le règne du despote. Je les ai entendus scander dans une vieille ruelle de Damas la mort plutôt que l'humiliation. C'étaient des corps frais qui se libéraient, élancés, bouillonnant de colère, comme s'ils sortaient d'un temps révolu, comme des dieux de la Grèce antique, vigoureux et beaux. J'étais ivre d'eux, de leurs mouvements ondulants quand ils manifestaient, chantaient, dansaient et riaient en dépit de leur pauvreté et de la sauvagerie des sbires des services de renseignement lancés contre eux. Ils s'approchaient par vagues successives et s'éloignaient, vibraient. Ils respiraient la jeunesse et l'ardeur et nous indiquaient le chemin difficile vers la liberté, vers une vie digne des êtres humains. Les corps syriens se dressaient alors, la tête haute, faisaient leur révolution et investissaient l'espace longtemps occupé par les soldats. Je les ai observés et j'ai été happée par cette force magique en train de changer le cours de l'histoire. Et puis, j'ai vu ces mêmes corps piétinés par les miliciens, assassinés par des snipers, conduits brutalement en prison. Mais nous ne savions toujours pas encore que nous étions la nourriture du néant. Se sont alors succédé les métamorphoses de ces corps. Je les imaginais suspendus dans les prisons comme des moutons dans une boucherie. Je les voyais se tordant de douleur avant de mourir et je me tâtais le visage pour me rassurer que nous étions vraiment des êtres humains. Les corps syriens, legs de tant de brillantes civilisations, n'étaient plus que des offrandes disposées au pied d'une grosse machine infernale. C'était par centaines qu'on les arrêtait, les regroupait dans de sordides sous-sols ou les encageait dans des cages chauds et les soumettait aux plus affreuses tortures que l'histoire ait connues. Ces corps, naguère vigoureux, se décomposaient et leur sang coulait dans les égouts. Ils n'avaient à manger que leur pouls. Les femmes, elles, de tous les âges, humiliées, outragées, éprouvaient le simple fait d'être femmes comme un scandale. Celles qui étaient violées, les plus nombreuses, sortaient de prison brisées, menacées de mourir de honte ou d'un coup de poignard. Leurs entourages avaient hâte de se purifier de la souillure qu'elles leur transmettaient. Elles n'étaient plus en prison, mais n'en étaient pas libérées pour autant. Aucun prisonnier ne l'était. L'une d'elles m'a raconté. Elle n'a pas été violée comme d'autres femmes qu'elle a côtoyées, mais mise à nu et exposée en spectacle dans un barrage de miliciens pendant qu'ils s'amusaient à l'insulter, à la palper, à enfoncer leurs doigts dans son sexe. Les femmes qui les accompagnaient riaient aux éclats, lui crachaient à la figure et juraient fidélité à Bachar. Ils l'ont ensuite tabassée avant de l'abandonner dans la rue toute nue. Depuis ce jour, elle n'a pensé qu'à se libérer de son corps, à le rendre méconnaissable.
Un jeune Damascène a subi plusieurs séances de torture électrique avant d'être violé par ses tortionnaires, l'un après l'autre. Il m'a dit « Pas besoin de mots grandiloquents, mon corps est mort ». Il était pourtant si beau, le plus bel homme que j'ai jamais rencontré. Et juste au moment de me quitter, il m'a murmuré « Si je n'étais pas croyant, je me serais débarrassé de mon corps, de cette saleté. » Il me le disait sans émotion, comme s'il était de pierre. Et je me suis soudain rappelé ce vers d'un poète arabe pré-islamique. « Ah, si l'homme était de pierre !» Instruits parce que nous avons vécu, parce que nous vivons, nous avons le droit, nous, Syriens, de tourner les mots dans tous les sens pour parvenir à dire comment nos corps, qui étaient si dignes, ont sombré dans la honte. Je n'aime pas la posture de la victime, mais les métamorphoses de nos corps m'y incitent. Leur humiliation n'a pas connu de limite. La violence qu'ils ont endurée est littéralement indescriptible. En face d'elle, toute langue s'évanouit. Un jour de 2013, je me trouvais à Sarakeb, près d'Idlib. Les avions larguaient sans relâche des bombes à fragmentation et des barils d'explosifs, cette grande invention de Bachar, alors que des missiles Scud passaient au-dessus de nos têtes. Je tentais de fuir du marché avec quelques jeunes. Les gens couraient dans tous les sens et nous avons été soufflés par des explosions, comme de la poussière. D'autres gens ont accouru vers le quartier pour secourir les blessés, mais les avions sont revenus exprès pour les achever, tuer les sauveteurs et détruire davantage les maisons déjà détruites. Les débris des corps se mélangeaient au gravat du ciment. Les survivants, peu nombreux, se levaient, abasourdis. Et ce n'est qu'en ouvrant les yeux que nous avons compris que nous n'étions pas morts ni charcutés. Autour de nous, des corps pliés en deux portaient des cadavres ou des restes de cadavres et se frayaient leur chemin parmi d'autres corps mutilés ou éventrés. Un homme s'est approché de moi et m'a demandé de chercher avec lui sa fille sous les décombres. J'étais comme hypnotisée. Ce n'était pas moi, mais une autre femme qui fouillait. Et j'ai soudain aperçu des bouts de doigts, puis la main coupée d'une toute jeune fille. Elle m'a fait découvrir un sens que je ne connaissais pas du corps humain, c'est le rien. Le soir de ce même jour, au dispensaire, alors que les avions continuaient à nous bombarder, je me suis assise au bord du lit d'une femme morte. Elle avait tous ses membres, mais je me suis surprise, comme s'il était anormal de les avoir, en train de chercher ce qui lui manquait. Dans la chambre d'à côté, il y avait un gosse de 14 ans, vêtu juste d'un slip. Il paraissait lui aussi avoir tous ses membres. Il avait des traits délicats, une peau très blanche, comme les anges dans les peintures murales. Il m'a regardée et m'a supplié de m'approcher de lui. Sa poitrine était trouée d'un éclat de bombe à fragmentation. J'ai alors quitté le dispensaire en courant et j'ai vu l'homme qui cherchait sa fille assis là où je l'avais quittée. Il fixait hagard le tas de gravats sous lequel elle était enterrée. Des décombres, des morts, des corps mutilés, des cortèges de prisonniers enchaînés, comme les esclaves que les négriers transportaient vers leur sinistre destin. Des hommes, des femmes et des enfants qui tentent de se sauver en s'embarquant vers l'Europe sur des bateaux de fortune et qui sont avalés par la mer. Et partout, dans ce pays qui s'appelait la Syrie, des files de pauvres gens contraints de supporter toutes sortes d'humiliations pour nourrir leur famille. Et nous, les rescapés qui sommes condamnés à passer le restant de nos jours, ravagés par la douleur. Nous qui n'aurons de salut, comme me l'a dit le beau jeune homme, qu'en mourant. Il y eut un temps où je consignais mes rêves. J'ai cessé de le faire depuis des années, mais je n'ai pu m'empêcher de noter ce cauchemar qui me hante. J'étais à Derra. Les gens chantaient et dansaient autour de moi quand des avions blancs comme des dauphins sont apparus dans le ciel et ont commencé à larguer leurs bombes sur la mosquée Al-Oumari. Les gens qui se trouvaient dans les parages sont tous morts, mais bizarrement, ils ne tombaient pas, ils s'envolaient. Je n'avais pas, moi, la moindre égratignure. Et puis le minaret de la mosquée s'est effondré, les vitres des maisons avoisinantes ont été soufflées, et pendant que je criais, j'avalais des bris de verre. Je me suis alors réveillée en sursaut. J'étais toujours en vie, mais
Pas tout à fait. Mon corps n'était plus le mien. Je ne me reconnaissais plus dans un miroir. Nos corps peuvent-ils donc nous quitter? Peuvent-ils ne nous laisser que les os et la peau? Mon ventre est empli de bris de verre. Les corps des Syriens ne sont plus que des bris de verre. Et je suis la mémoire de ces corps, nourriture du néant. L'espoir, Bernard Lévillier. Excusez-moi. Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Sur ces semaines très noires, sur ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, faut te battre, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer, pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour penser que les amants peuvent encore s'enlacer. Le soleil se lève aussi, le soleil se lève aussi, le soleil. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou,
toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, merci.